Pas demain, mercredi, pardon. Mercredi, donc mercredi TP, blues, je redis, blues, 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 et encore blues. Et je crois qu'il faut que vous preniez votre blues, mais j'ai un petit doute. Mais prenez votre blues quand même dans le doute. Hein. Blues, 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 mais vous allez encore l'oublier. Mais c'est pas grave. Donc, enfin si ça sera grave pour le coup, parce que là, s'il n'y a pas de blues, ça va commencer à être compliqué, parce qu'on manipulera un truc un peu corrosif. Bref. Donc on se voit, pour rappel, mercredi en TP à 8h pour un groupe et à 9h30 pour l'autre. On fera un TP sur la molle. Justement, ça sera l'occasion de réviser un petit peu la molle, le chapitre 13. Donc aujourd'hui, on va commencer, je vous ai dit, par la correction du devoir de rattrapage qui est là. Donc vous avez fait normalement. Donc moi, je vais faire une nouvelle prévisualisation. Et je vais faire un sujet, donc pas forcément le même que vous. D'accord. Enfin, globalement, ça revient un peu à la même chose. Alors, on va essayer de zoomer un petit peu. Toc, 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 toc. Tout le monde voit bien. Ah, bah, peut-être que je partage mon écran, c'est mieux. Comme d'habitude. Excusez-moi. Ok, c'est bon, c'est de ma faute. J'ai oublié de partager l'écran. Alors, donc aujourd'hui, on fait le déj de rattrapage. On corrige ça, ça fera une révision sur les chapitres 11 et 12. Bon, c'était pas très bon, hein, les résultats. C'était pas je barre. Alors, oui, c'était vendredi normalement. Donc là, normalement, vos notes, tout est définitif, on n'a plus le droit d'y toucher théoriquement. Bon, donc du coup, en vous aidant de vos connaissances, indiquez quels ions parmi les suivants sont stables. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous partez sur le tableau périodique, vous regardez les couches électroniques, vous regardez combien il y en a sur la dernière couche, et on fait un raisonnement comme ça. Par exemple, le premier là, Na+. Donc Na+, on peut prendre le tableau périodique que je vous ai donné. Toc, il est où? Il est là. Et voir que Na, il est ici. Donc dans la première colonne, si on regarde sous couche externe, il finit par 3s1. C'est-à-dire qu'il a un électron sur sa couche externe, donc il est plus facile d'en perdre un que d'en gagner un. Donc Na+, ça marche. Donc vous pouvez le cocher. Le truc, c'est que, en fait, on voit que ça prend un certain temps, mais finalement, on a vu en cours que tous ceux qui sont sur la première ligne, ici, première colonne, pas première ligne, première colonne, pardon, ils vont perdre un électron, donc ils vont faire H+, Li+, Na+, Be2+, Mg2+, B3+, Al3+. Ceux-là, on passe, on ne prend pas d'ion, et ceux-là, N3-, P3-, O2-, S2-, F-, Cl-. Et ceux-là ne font pas d'ion. Donc à partir de là, en fait, on peut très facilement retrouver les valeurs. Donc Na+, c'est bon, Al2-, ça va pas, Na2+, ça va pas, et là, Al3+, on l'a vu, il est dans la troisième colonne, enfin, troisième, de votre tableau à vous, parce qu'en fait, il y a des colonnes intermédiaires, mais en seconde, on s'arrêtera là. Donc je remontre Al3+, Al, il est bien dans la troisième colonne, donc il fera bien. Il finit bien par 3s2, 3p1, donc 3 électrons, donc il va les perdre. Et donc ça fera L3 plus est bon, O2- est bon, et enfin le dernier c'est Cl-. Il y en a qui me posaient des questions, ça parlait d'autre chose. Bonjour Guédé. Et donc, rebonjour Malena. Donc pour la première question, il fallait cocher Al3+, Na+, O2- et Cl-. Deuxième question, la masse d'un atome contenant 8 protons et 13 neutrons. Alors là, c'est pas bien compliqué. Si vous avez 8 protons et 13 neutrons, il faut faire la somme. Donc vous faites par exemple 8 protons, ça fait 8 fois, et vous avez la masse du proton, donc 8, 1,67, 26, 10 moins 27, plus 13 neutrons. Donc là, il n'y a pas plus simple que ça. Ah bah je vais aller voir, Maïna, écoute. On va regarder. 1,6749, 10 puissance, moins 31. Et du coup, les électrons, si on voulait ajouter les électrons, il faudrait faire 8 fois la masse de l'électron, mais on a vu que c'était infime, donc on n'a pas besoin de la faire. Et donc là, si je tape correctement, 1,33, 8, on va mettre un 3 derrière pour être sûr, E, et c'est donc moins 26. D'accord? Donc là, c'était la masse en kilos. Télécomètre, on va juste regarder. Oui, je fais juste une pause de secondes. Toc, 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 on en revient à notre sujet. Voilà, et donc on avait ici rentré notre valeur calculée. Donc là, en fait, c'est juste si vous allez acheter 3 pommes et 4 bananes,
bah, le poids de vous. Ah oui, peut-être que je vous partage l'écran, pardon. Si je vous disais, si on va acheter 3 pommes et 4 bananes et je vous dis combien vous avez acheté de kilos de fruits, bah, vous allez faire le nombre de pommes fois le poids d'une pomme, plus le nombre de bananes fois le poids d'une banane. Bah là, c'est pareil pour l'atome. L'atome, c'est comme si vous aviez un mélange de protons et de neutrons. Vous faites la somme des protons et la somme des neutrons. Et vous allez voir que finalement, si on regarde bien ici, la masse du proton ou la masse du neutron, finalement, c'est quasiment la même chose. Donc à la fin, il n'y a pas grand-chose. Bah voyons. Bah voyons. Oui, je t'en veux pas, Guédé. Bon alors, bref, bon, on va faire vite alors. Mais de toute façon, pire, si ça va pas, Guédé, t'iras voir sur YouTube. Ça me fera une vue de plus. Et donc, maintenant, le chlore et l'iode sont dans la même colonne dans le tableau périodique. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Donc, déjà, le chlore et l'iode, normalement, vous avez vu que c'était dans l'avant-dernière colonne. Ici, chlore, iode, etc. Donc, c'est des halogènes. Enfin, des halogènes. On l'a vu, c'est en cours. Ils forment les ions Cl+. Bah non, on a dit qu'ils formaient les ions Cl- et I-, parce qu'ils ont 7 électrons sur leur couche externe. Ils veulent en avoir un huitième, donc ils vont tout faire pour en gagner un. Et donc, s'ils ont 7 électrons sur leur couche externe, ce qu'on appelle la couche de valence. Ils ont donc 7 électrons de valence. Et leur couche électronique se termine par 2p5. Eh ben non, parce que ça finit pas par 2p5. Il y en a un qui va finir par 1p5, 2p5, 3p5, etc. Donc c'est pas bon. Et c'est pas des alcanes. Voici la formule d'un ion. Que peut-on en dire? Alors déjà, première chose, il est 3+. S'il est 3+, c'est-à-dire qu'il a perdu 3 électrons, parce qu'il a perdu 3 négatifs, donc il devient positif. Sa structure électronique est la même que celle du néon. Donc là, il faut regarder le tableau périodique. Et si Al3+, qui est ici, il perd ses 3 électrons, en fait, il se retrouve avec la structure du néon, c'est-à-dire de la ligne d'avant. Parce qu'il en perd 3, donc il remonte dans le tableau. Donc il sera la même structure que le néon. Ensuite, sa structure électronique, donc du coup, si c'est le néon, c'est 10, donc c'est du 1s2, 2s2, 2p6. Tac. Et sa masse est quasiment équivalente à celle de l'atome d'aluminium. Bah oui, parce que même s'il a perdu 3 électrons, vu que les électrons sont microscopiques au niveau de la taille, puis de la masse aussi, enfin de la taille et de la masse, on peut les négliger. Ah! Une mine de crayon de papier est constituée d'atomes de carbone uniquement. La mine a une masse de 4,9 grammes. Quel est le nombre d'atomes présents dans cette mine? Donc déjà, première chose, on va calculer la masse de la mine, de l'atome. Alors la masse de l'atome, je vais aller plus vite. Comme le proton et le neutron, ils ont quasiment la même masse, on peut directement faire 12 fois 1,77 puissance moins 27. Et comme ça, on voit qu'on a à peu près la masse de l'atome de carbone. Donc l'atome de carbone, il fait 2 10 puissance moins 28, moins 26, pardon. Allez, je me suis trompé en tapant. Hop, on recommence là. Donc il fait 2 10 puissance moins 26 kg. Mais pour le mettre en grammes, on fait fois 1000. On remonte de 3, donc ça fait du 10 puissance moins 23. Et votre mine de crayon de papier, elle fait 4,9 grammes. Donc je vais reprendre ici. Attends, je vais changer de stylo parce que ça va pas. Vous allez donc faire le nombre d'atomes qu'il y a dans votre truc, c'est bien la masse totale sur la masse d'un atome. D'accord? De même raisonnement, si je vous dis, ok, vous avez un paquet de bonbons qui fait 200 grammes. Et dedans, vous avez des bonbons qui font 2 grammes. Combien vous avez de bonbons? Ben, vous avez 100 bonbons, parce que vous allez faire quoi? Vous allez faire le nombre de bonbons, ça sera la masse que vous avez de bonbons, c'est-à-dire 200 divisé par la masse d'un bonbon. Ça vous fait 100 bonbons. Ben là, c'est pareil. On va prendre la masse de notre crayon de papier, donc 4,9 grammes, et on divise par la masse d'un atome, par 2,004 fois 10 puissance moins 23. Et on va avoir un nombre très grand, forcément, puisque c'est un nombre d'atomes, donc c'est forcément un truc très grand. Et ça nous fait du 2,45 fois 10 puissance 23. Donc on va rentrer ça dans notre tableau. 2,45 E23. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est Guidé qui s'en va. Ah bon? Ouais, je suis sur la terrasse, ça doit être pour ça. Je pensais pas que vous les entendriez, mais bon. Bah ça vous détend au moins. Donc,
Maintenant, les éléments de l'avant-dernière colonne du tableau, ça c'est une question de cours. Alors ça c'est une honte, il y en a qui ont réussi à se tromper quoi. Alors c'est vraiment dans le cours. Avant-dernière colonne, on l'a dit, c'est les halogènes. Les éléments de la première colonne du tableau, on l'a dit, c'est les alcalins ou les métaux alcalins. La dernière colonne du tableau, c'est les gaz rares. C'est les seuls que vous devez savoir du tableau. Donc ça, normalement, c'est bon. Alors, parmi les molécules suivantes, quelles sont celles qui sont correctes? Donc la première, on voit que ça ne va pas parce que le H ici, il a 2 liaisons. Et l'oxygène, il lui manque, c'est doublé non liant. Donc c'est pas bon. La B, ça ne va pas non plus parce que le carbone, il a que, si on compte, il a que 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons de valence. Il devrait en avoir 8. Donc ça, c'est pas bon non plus. Celui-là, il est bon. On voit que si on compte, le carbone a bien ses 8 électrons de valence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les hydrogènes ont bien leurs 2 électrons. Et l'oxygène, il a bien ses 8 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc celui-là, il est bon. Le C, il est bon. Ensuite, ici, NH3, c'est bon aussi. On voit que le N, il a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons de valence. Et les H, ils ont chacun 2 électrons. Donc c'est bon. Ils respectent bien le duet. Et enfin, le dernier, le E, est-ce qu'il est bon? On vérifie. Le carbone doit... Avec l'habitude, ça va plus vite. On vérifie que l'oxygène, il a toujours ses 2 doublés, ses 2 liaisons, donc c'est bon. Le carbone, il doit toujours avoir 4 liaisons, donc on est bon. L'hydrogène n'a qu'une liaison, on est bon. Et on est bon partout. Donc ici, celui-là, il existe aussi. Et donc, E était bon. Ensuite, on vous donne un atome. Combien possible-t-il de nucléons? Donc les nucléons, je vous rappelle, ils sont notés en haut à gauche. Donc c'est bien 35 nucléons. S'il a 17 protons écrits en bas à droite, il aura donc forcément 17 électrons. Combien possible-t-il de protons? On vient de le dire, il en a 17. Et combien possible-t-il de neutrons? La différence entre 35 et 17, c'est-à-dire 18. Ensuite, quelle est l'énergie de liaison de cette molécule? Alors là, c'est peut-être la question un peu plus longue. Donc en fait, il faut compter combien on a de liaisons CH. Donc des CH, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, et c'est tout. Donc on va faire 6 fois les liaisons CH. Donc 6 fois 413. 6 fois 413, plus on compte les CC. Donc les CC, il y en a 2. Donc les CC, il y en a 2. Donc 2 fois 348. Plus, il nous reste quoi? Le OH ici. Donc le H, il est ici 366. Plus, il ne faut pas oublier le CO. En fait, la difficulté, c'est de rien oublier dans le cas là. Le mieux, c'est de barrer un petit peu au fur et à mesure sur une feuille. Mais bon, là, c'était pas évident. Donc CO, c'est 360. Plus le CN qu'on a oublié. Le CN, il est où? Il est là, 308. Donc, il y en a un. Plus les deux NH qui sont là. Donc, NH, 391 fois 2. Et ça, on trouve 4990. Et normalement, voilà comment finir le test. Alors, je ne sais pas si je vais avoir ma note tout de suite. Et je ne sais pas si j'ai ma note. Si, non, je n'ai pas la note tout de suite. Bon, en fait, tu vas faire la somme. Donc là, tu comptes par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6 liaisons CH. Donc tu vas faire 6 fois l'énergie d'une liaison CH, plus l'énergie des liaisons CC, plus l'énergie des liaisons CO, plus l'énergie des liaisons NH. Mais à chaque fois, il faut qu'il y en a plusieurs pour faire fois. Ok, c'est bon? Je sais pas si j'aurais eu 20. Je sais pas si ça marque la... Non, on voit même pas. Bon, bref. J'aurais eu 20, hein. Vous vous doutez bien. Mais voilà. Donc là, c'était pour les chapitres 11 et 12. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il faut vraiment que ce soit clair pour ceux qui font spé physique. Je parle en particulier à ceux-là. La notion d'atome, c'est-à-dire quels ions vont être faits, etc., 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 ça doit être clair pour vous. Oui? Non? Pas de questions? C'est clair? Ok. Donc vraiment, hein, il faut vraiment que ça soit clair, ça. On est bon? Alors, du coup, on va faire un tout petit peu le chapitre 13. Très rapidement, on va reparler un petit peu une histoire de la mole. Pour que tout le monde ait compris, c'est pas bien compliqué, d'accord? En fait, qu'est-ce que c'est qu'une mole? Tout simplement, c'est un paquet. Donc, par exemple, quand vous prenez un paquet prenez une boîte avec des grains de riz dedans, d'accord? Un sachet avec du grain de riz. Il y a des millions de grains de riz dedans.
Donc c'est au moins des milliers. Donc c'est compliqué à compter ça. En fait, l'astuce qu'on a fait en chimie, c'est au lieu de compter des chiffres de l'ordre, parce que juste comme ça, un 10 puissance à un chiffre. Tout à l'heure, on a dit qu'on avait à peu près ça, je crois, d'atomes dans la mine de cran de papier. Mais si on écrit ça en chiffres, ça fait un truc comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc ça, c'est juste le nombre d'atomes qu'il y a dans une mine de crayon de papier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc ce chiffre-là, il est extrêmement long, extrêmement grand. Et pour être vulgaire, extrêmement chiant à manipuler. Parce qu'on se balade avec des grands chiffres. Bon, en fait, ce qu'on a dit, nous, en chimie, c'est autant le grain de riz, on les a regroupés en paquets de grains de riz. D'accord. Quand vous allez acheter, quand Leclerc va acheter, il va dire je vais acheter 10 000 paquets de grains de riz. Et ben nous, on va faire pareil en chimie, on va faire des paquets. Sauf qu'il a bien fallu se définir un paquet. Comme tous les atomes sont différents, on n'a pas pu raisonner sur les masses. Si on disait prenez 10 grammes de carbone ou 10 grammes d'or, c'est pas le même nombre d'atomes, parce que les atomes sont plus ou moins gros. Donc il a fallu se mettre d'accord sur un nombre d'atomes. C'est-à-dire se dire on fait un paquet d'atomes, on ne s'occupe pas de la taille de l'atome, on fait un paquet. Comme si je faisais un paquet de 10 boules de bowling ou un paquet de 10 boules de pétanque. Et bien en chimie, on a inventé un paquet. Ce paquet, on s'est dit, bah tiens, le premier qui a pensé, c'est Avogadro. Alors, je vais juste vous montrer sa photo parce que c'était un beau gosse. Voilà, ce beau jeune homme. Donc ce beau jeune homme, c'était le premier à repenser à, en fait, à avoir l'idée en fait de. Je vous la mets en plein écran parce que c'est plus, elle est jolie. Voilà, tac. Voilà. Donc ce beau jeune homme, sans vouloir se moquer, est le premier à repenser à ça. Alors du coup, je sais plus où vous en êtes. Donc du coup, lui, c'est le premier à repenser en fait à faire des paquets. Alors comment il a fait le paquet? Il s'est dit tout simplement, je vais prendre 12 grammes de carbone. Alors pourquoi 12? Bah, pourquoi pas, vous me direz. Enfin bref, il a pris 12 grammes de carbone, il a pris un paquet de carbone, il l'a fait brûler. Puis il s'est dit, bah, en calculant, enfin c'était assez compliqué, mais il a fait une manip avec la combustion, etc. Il s'est dit, bah tiens, j'en conclus qu'il y a environ. Alors le chiffre a été un petit peu amélioré avec le temps, mais en gros, il y a à peu près ce nombre d'atomes dans 12 grammes de carbone. Et ben, il s'est dit, bah, à partir de maintenant, ce paquet, là, ce nombre d'atomes, donc 6,02 10 puissance 23, je vais dire que c'est un paquet, et ce paquet, je vais appeler ça une mole. Alors, on écrit une mole, et l'unité, c'est une mole. D'accord? C'est comme vous dites 1 volt et 1 volt. Ça, c'est l'unité, et ça, c'est le symbole. Donc, il s'est dit, ok, à partir de maintenant, une mole, ça vaut ce truc-là. Donc, si on revient à notre mine de cran de papier, là, bah, si je veux savoir combien j'ai de moles là-dedans, pour savoir le nombre de moles, c'est-à-dire le nombre de paquets que je peux faire, bah, je vais faire mon nombre d'atomes, c'est-à-dire 2 10 puissance 23, divisé par le nombre d'atomes qu'il y a dans une mole. 6,2 10 puissance 23. Et on va trouver, alors on va faire le calcul tout de suite, on va trouver évidemment un nombre plus petit que... Ouais, je vais y arriver. Ah, monsieur, Oui, j'ai 1% là, donc si je pars, c'est normal. ok, bon bah oui, en même temps si tu me parles, tu vas bouffer ta batterie. Bon bah Ouais, allez, mais je vous au préviens. revoir Guédé, d'accord. Ouais, ouais, au revoir. Et donc, on est à 0,17 mol. Donc en gros, dans ma mine de cran de papier, il n'y a même pas une mol, il y a 0,17 mol. Et là, pour le coup, manipuler 0,17 ou ce chiffre-là, bah, personnellement, je préfère 0,17 à manipuler. Je préfère dire à un élève, prends 0,17 mol de carbone que de prendre 2 10 puissance 23 atomes de carbone. Mais ça revient à la même chose, on est d'accord. Donc ça va cette notion de mol ou pas? C'est une notion très simple, hein. Il y a pas, c'est pas extrêmement complexe en soi. Ouais. C'est bon pour la notion de mol? Ok, alors, donc ce qu'on va faire en TP demain, c'est qu'on reviendra dessus, on fera des petits exercices là-dessus, et on fera une manip, vous verrez, qui est assez marrante. Normalement, c'est une manip que vous aimez bien faire, en rapport avec la mol, avec ce truc-là. Ah, il y a du vent. Alors moi, j'aurais bien aimé, par contre, attaquer le chapitre 14, parce qu'il faut vraiment qu'on avance, si on va avoir le temps de finir le programme.
Il n'y a pas de souci, Yanis. Par contre, n'hésite pas à retourner voir la correction, parce qu'on a fait la correction du sujet, d'accord? Donc n'hésite pas à y retourner sur YouTube. En plus, ça me fera une vue. Alors, je viens de vous envoyer le chapitre 14 sur mon bureau numérique, enfin il y a une demi-heure, 20 minutes, je sais plus. Et rien de bien compliqué, c'est beaucoup de choses que vous avez déjà fait au collège normalement, en grande partie. Mais nous on fera la manip, on fera une manip, donc le prochain TP, alors si je me trompe pas, le prochain TP ça va être, on se revoit donc le 16 juin. Donc le 16 juin, théoriquement, il y a TP, d'accord? Et il y a cours aussi. Donc en cours, on avancera sur le chapitre 14 et 15. Et après, je sais pas comment ça va se goupiller, donc je sais pas. On va voir. Il faut vraiment que le cours là, le 14, en fait, on va aller très vite. Le 15, je vous le donnerai sur feuille aussi. Et il restera le chapitre 16, mais c'est de la radioactivité, donc ça se fait sur feuille, c'est pas dérangeant. Donc on fera au moins 2 visios, une ou 2 visios, minimum, pour finir le programme. Et normalement, on aura fini. Tout juste, mais on aura fini. Bon, bref, donc le chapitre 14, très rapidement. Donc, déjà, on va revoir les changements d'état. Je viens de vous l'envoyer, Esteban. Je viens de vous l'envoyer sur mon bureau numérique. Mais je vous le donnerai en papier, alors peut-être pas mercredi, mais le coup qu'on se revoit après. D'accord? Mais vous l'avez là en format PDF. Et je vais vous envoyer le 15 aussi, parce qu'il vient avec. Et le 15, de toute façon, vous allez voir, c'est surtout travailler les équilibrages d'équations. Le reste, il n'y a rien de trop violent. Donc, le changement d'état. Ah, d'accord, bah, j'avais oublié. Bon, bah, t'es sûr? Attends. Il me semble avoir envoyé. Je vous l'ai envoyé à vous, puis. Non! Attends. Zut. Ah, effectivement. Bien vu. D'accord. Bon, bah, je l'envoie. Attendez, je l'envoie à tout le monde. Bien vu, merci Esteban, j'ai fait une erreur, tu vois. Donc j'envoie à mon autre seconde en même temps, comme ça tout le monde l'aura. Hop. Donc chapitre 14, changement d'état. Bah c'est bizarre parce que je me rappelle l'avoir mis. Bon bref, c'est pas grave. Top. Donc là vous l'avez normalement. Voilà, donc là maintenant vous avez le chapitre 14. Alors donc le chapitre 14, on y va. Un changement d'état. En fait, en physique-chimie, il y a deux soucis. Enfin, il y a deux façons. Soit vous faites une réaction chimique, soit vous faites une réaction physique. C'est quoi la différence? Une réaction chimique, c'est par exemple, vous allez faire brûler une allumette, donc vous faites une combustion, vous allez transformer le bois en autre chose, le charbon, etc. Transformation physique, c'est on a de l'eau, à la fin on aura toujours de l'eau, mais on ne l'aura pas sous le même état. Par exemple, on peut l'avoir sous forme gazeuse ou solide. Donc dans ce cas-là, on ne change pas de molécules. Les molécules sont toujours les mêmes. Alors que dans une réaction chimique, les molécules vont changer. C'est ce qu'on a fait en TP la dernière fois. Vous vous rappelez, avec le cuivre, on a vu Cu2+, Cu2O, enfin CuO, Cu2, CuOH deux fois, etc. On est passé par plein de molécules différentes. Donc on a fait des réactions chimiques. Là, on va parler vraiment que de réactions physiques, c'est-à-dire le passage de l'état gazeux au l'état solide, etc. Donc ce petit triangle-là, vous le connaissez certainement, hein, vous l'avez déjà fait. Alors je sais qu'il y en a même qui le font en primaire. Bon, ils ne retiennent pas tout, les enfants, mais bon, voilà. Donc le premier état, l'état solide que vous connaissez, par exemple le glaçon, lorsque vous le faites fondre, c'est de la fusion. Lorsque le liquide devient solide, c'est la solidification. D'accord? Ensuite, l'état de gaz, dans la vapeur d'eau, il y en a plein dans l'air, là, la vapeur d'eau, lorsqu'elle se condense, en fait, on ne devrait pas dire se condense, on devrait dire elle se liquéfie. Quand vous soufflez sur une fenêtre froide, vous transformez du gaz en liquide. Donc, ce n'est pas une condensation, c'est une liquéfaction. Une condensation, c'est un cas particulier, c'est par exemple en hiver, quand il fait très froid, la vapeur d'eau, elle va directement geler, d'accord, au niveau du sol. Donc, ce qu'on appelle des brouillards givrants. Et bien, ces brouillards givrants, on va passer directement de l'état de gaz à directement l'état liquide. C'est dans des conditions particulières. Pareil, on peut directement passer de l'état solide à l'état gazeux. Ça, par exemple, si vous mettez un glaçon sur une plaque électrique très chaude, vous allez voir, le glaçon va directement, on va même pas voir le liquide, on va directement voir la vapeur d'eau qui s'évapore. Donc là, on a ce qu'on appelle la sublimation. Donc là, les deux là, souvent, vous ne les connaissez pas trop, la sublimation et la condensation. C'est plutôt rare. Par contre, du liquide au gaz, la vaporisation, on dit aussi de l'évaporation, c'est la même chose, vous connaissez, et de gaz à liquide, vous connaissez aussi, c'est la liquéfaction. D'accord? Tout cela, c'est des états simples.
Alors la modélisation, ça vous l'avez déjà fait en quatrième normalement. En fait, les molécules, concrètement, lorsqu'elles sont sur un état solide, elles sont bien structurées, bien rangées dans une glace. Dans la glace, par exemple, dans un glaçon, l'eau est bien structurée, les molécules sont bien arrangées. Et la glace, quand je dis la glace d'eau, c'est-à-dire le glaçon d'eau, l'eau solide, en fait, c'est un cas particulier, elle prend plus de place, parce qu'en fait, les molécules, lorsqu'elles vont s'arranger, elles vont s'éloigner un petit peu à cause de la formule de l'eau, parce que l'eau, c'est H2O, et il y a des interactions qui vont se faire entre les atomes d'oxygène et les atomes d'hydrogène, ce qu'on appelle des liaisons hydrogène. Donc c'est un cas particulier, le fait que les glaçons d'eau prennent plus de place que l'eau liquide, c'est un cas particulier. Si vous faites la même chose avec de l'huile, bah, l'huile elle va se condenser, c'est-à-dire que lorsque vous allez la congeler, vous allez avoir un petit cube d'huile gelée, bah, ce petit cube d'huile gelée sera plus petit que le volume d'huile liquide. D'accord? Donc il ne faut pas croire que tous les solides, lorsque vous les congelez, deviennent plus gros. C'est l'inverse. Normalement, il n'y a que l'eau qui est un cas particulier. Enfin, il n'y a pas que l'eau, mais l'eau est un cas particulier. Bref, tout ça pour vous dire que lorsqu'un objet est sous forme solide, les atomes sont bien structurés, bien rangés, bien liés entre eux, et donc la forme ne change pas. Ensuite, lorsqu'on passe de l'état solide à l'état liquide, au moment-là, les molécules vont commencer à se décrocher, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au niveau de la température, en fait, la température ne bouge pas. Donc on va prendre un exemple. Vous êtes en été, il fait chaud, vous mettez un glaçon dans votre verre d'eau. Au début, votre glaçon, il a une température, par exemple, s'il sort du congèle, de moins 15. Ce glaçon, il va commencer à se réchauffer parce que l'eau autour de lui est chaude, donc elle va lui avaler de la chaleur. Elle va lui prendre sa chaleur au glaçon. Plutôt, le glaçon prend la chaleur de l'eau liquide. Une fois arrivé à 0 degré, votre glaçon va commencer à fondre. Mais tant que le glaçon n'a pas fondu, le glaçon va rester à 0 degré. Je parle bien du glaçon. Ensuite, l'eau du glaçon sera mélangée avec l'eau de votre verre d'eau normal. Et à partir de moment, l'eau là va chauffer. Imaginons qu'on la laisse au soleil sous un four ou je sais pas quoi. Votre eau, elle peut atteindre jusqu'à 100 degrés. À partir de 100 degrés, il y a la même étape qui va se passer. On va commencer à avoir des bulles. Ça, vous avez déjà tous fait chauffer de l'eau chez vous. On va commencer à avoir des bulles. Alors, les toutes premières bulles qu'on voit, c'est pas de l'eau qui s'évapore. C'est l'oxygène de l'air qui sort de l'eau parce que l'oxygène, il est dissous dans l'eau. Et lorsque vous faites chauffer la température, il a tendance à sortir de l'eau. C'est les premières bulles qu'on voit, les petites bulles. Par contre, après, quand ça bout à gros bouillon, c'est vraiment de la vapeur d'eau. C'est-à-dire qu'on transforme de l'eau liquide en gaz. Et bien, idem, rebelote, exactement comme tout à l'heure pour le glaçon qui fond. Il n'y a aucune raison, c'est pas qu'il n'y a aucune raison, c'est que physiquement parlant, la température de votre casserole, elle va rester à 100 degrés. Tant que vous avez de l'eau liquide dans votre casserole, elle restera à 100 degrés. Donc vous faites bouillir des pâtes, que vous mettiez votre truc à fond ou moyen, du moment que l'eau bout un petit peu, votre eau est à 100 degrés et elle restera à 100 degrés. Vous ne pouvez pas monter à plus de 100 degrés en faisant bouillir de l'eau. Cas particulier, ça c'est vrai lorsqu'on le fait dehors à pression ambiante. Par contre, si vous le faites dans une cocotte minute, comme la pression est plus élevée, on peut augmenter la température et du coup, l'eau elle ne bout pas à 100 degrés, mais elle bout au-delà de 100 degrés. Et c'est pour ça que dans une cocotte minute, ça cuit plus vite parce que l'eau, elle va à plus de 100 degrés. D'accord ? Inversement, lorsque vous êtes par exemple en haut de l'Everest, comme il y a moins de pression, l'eau elle va bouillir à 60 degrés par exemple, 60-70 degrés. Donc vous allez commencer vous ne pourrez pas avoir d'eau au-dessus de 70 degrés en haut de l'Everest par exemple. Ok ? Et puis évidemment, une fois que votre eau est transformée en vapeur, du coup après c'est fini, il y a du gaz. Et là maintenant on peut continuer à faire chauffer le gaz, donc on peut monter le gaz à des milliers de degrés, etc. Sans souci. Bon, est-ce qu'il y a des questions déjà sur tout ça? C'est bon pour tout le monde? Pour tout le monde, pour les deux qui écoutent. Donc ça, normalement, c'est des choses que vous avez déjà fait au collège, théoriquement, plus ou moins. Ok, alors ensuite, l'écriture de changement d'état, c'est très simple. Par exemple, de l'eau solide, on met un petit S pour dire que c'est solide, elle se transforme en eau liquide. Et pareil, de l'eau liquide en eau gazeuse. Et j'aurais pu mettre d'eau solide à eau gazeuse, par exemple. D'accord? Alors, deux choses. Il faut faire la petite distinction, il y a un petit point important ici.
entre la dissolution et la fusion. Des fois, on dit, bah tiens, j'ai mis du sel dans mon eau et le sel a fondu. Le sel n'a pas fondu, il s'est dissous. Pour faire fondre du sel, il faudrait le faire chauffer pour transformer son état solide en état liquide. Lorsque vous le mettez dans l'eau, le sel, il se transforme en fait, c'est une réaction chimique. C'est la molécule de sel, enfin plutôt c'est un solide ionique, mais bon, il va se dissoudre dans l'eau et vous allez avoir apparition d'ion Na+, et d'ion Cl-. Donc là, c'est pas vraiment une fusion, c'est une dissolution. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Pareil pour le sucre. Le sucre, lorsque vous le mettez dans l'eau, le sucre, c'est un meilleur cas peut-être, meilleur exemple, il va se dissoudre. C'est-à-dire que les molécules de sucre vont se trouver dissoutes dans l'eau. Mais ça reste du solide quand même, ça reste des morceaux de sucre, ça reste des microscopiques molécules de sucre. Pour faire fondre du sucre, il faudrait prendre ce sucre et le mettre dans une casserole, ça ferait du caramel. C'est pas la même chose. Ouais. Bon, c'est un petit exemple. Donc là, dans le cas de la fusion, on a un truc bien rangé et on va mettre ça on va le faire chauffer, donc ça va faire un liquide, donc ça va aller dans tous les sens. Par contre, dans le cas de la dissolution, par exemple, donc là, on prend l'exemple d'un sucre. Lorsqu'on va le mettre dans l'eau, en fait, on va prendre ce morceau de solide et chaque molécule va se retrouver mélangée au milieu d'un amas d'eau, en fait. L'eau va se mettre autour. Donc on va dissoudre le sucre, par exemple. C'est pas la même chose. C'est bon, cette distinction, elle est claire ou pas? Ok. Et donc, on arrive à l'état. Donc, les changements d'état, en fait, lorsque vous faites changer d'état, par exemple, quand vous mettez... vous sortez de la piscine, pourquoi vous avez froid? Alors, il y a plusieurs raisons, mais pourquoi est-ce quand on se met de l'eau sur le visage, on a froid? Enfin, ça nous rafraîchit, parce qu'en fait, lorsque vous faites chaud, votre eau, elle va s'évaporer sur votre visage. Quand elle va s'évaporer, l'eau, elle passe d'un état liquide à un état gazeux. Ce changement d'état a besoin d'énergie. Il faut que vous chauffiez l'eau. Cette énergie, où elle va la trouver, l'eau, elle va la trouver sur votre peau. Donc en fait, elle va avaler de la chaleur sur votre peau. Les gouttes d'eau qui sont sur votre visage, par exemple, va avaler la chaleur de votre visage pour se transformer en vapeur. Donc c'est une réaction, on va dire, qui est endothermique. C'est-à-dire qu'elle a besoin de puiser de la chaleur. On va noter Q, la chaleur. La quantité de chaleur, c'est une énergie qu'on note Q en physique. Donc la quantité de chaleur Q, elle est prise dans le milieu extérieur. Donc par exemple, dans le cas de votre visage, c'est bien la chaleur de votre visage qui va être puisée par les molécules d'eau. Ouais, donc je prends un exemple. Si vous prenez, voilà, vous sortez de la piscine, vous sortez de la piscine, vous avez de l'eau sur le visage. En fait, cette eau-là, qui est liquide, elle va avaler de la chaleur de votre visage. Donc en fait, elle va prendre de la chaleur qu'on va noter Q de l'extérieur, donc de votre visage, pour rentrer et puis pour s'évaporer sous forme de vapeur. Donc forcément, vous, localement, vous avez enlevé de la chaleur de votre visage. Donc vous vous sentez plus frais. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que c'est clair, cette notion? Et donc, il existe aussi, inversement, des réactions exothermiques. Par exemple, la solidification. Quand vous mettez un glaçon, enfin, vous mettez de l'eau dans votre congélateur, ce qu'il va faire, le congélateur, c'est qu'il va prendre la chaleur de votre eau pour la mettre derrière le frigo ou en dehors ou dans la salle. En fait, un frigo, c'est juste, il va prendre la chaleur à l'intérieur, il ne crée pas du froid. Il prend la chaleur de l'intérieur pour la mettre dehors. Alors, comment on fait, vous verrez ça en terminale, ceux qui feront SP. Mais globalement, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'un frigo, il va avaler la chaleur de l'eau pour la mettre à l'extérieur. Et du coup, si vous n'avez plus de chaleur dans l'eau, on va pouvoir descendre la température, on va pouvoir faire un glaçon. En fait, quand vous mettez votre main derrière un frigo, il est chaud, toute la chaleur que vous sentez de ce frigo, c'est la chaleur que le frigo a enlevée de l'intérieur et qu'a mis à l'extérieur. C'est comme ça que ça fonctionne. En fait, la chaleur, c'est de l'énergie. Et l'énergie, le frigo, il puise l'énergie dans l'intérieur du frigo pour la mettre à l'extérieur du frigo. Et c'est exactement ce qui se passe pour le glaçon. En fait, c'est une réaction exothermique, c'est-à-dire qu'elle a besoin de rendre la chaleur, l'eau liquide a besoin de rendre la chaleur à l'extérieur pour se transformer en glaçon. C'est bien une réaction exothermique. Exo, c'est-à-dire extérieur.
Par exemple, une fourmi, c'est un exosquelette, c'est un squelette à l'extérieur. D'accord? Nous, on a un endosquelette, on a un squelette à l'intérieur de notre corps. C'est bon? Ouais. Et donc, cette énergie-là, on peut la calculer. Cette énergie, c'est ce qu'on appelle l'énergie de changement d'état. C'est-à-dire l'énergie qu'on a besoin de donner ou d'aspirer pour que ça change. Et cette chaleur ici qu'on a besoin d'échanger, elle dépend de deux choses. Elle dépend de la masse de l'échantillon et elle dépend ce qu'on appelle la chaleur latente, l'énergie massive de changement d'état, ce qu'on appelle aussi la chaleur latente de fusion ou de solidification. Bref, nous on va retenir énergie massive de changement d'état. Ça veut dire quoi? On va prendre un exemple, parce qu'il n'y a que comme ça que ça marche. Imaginons que vous avez un verre d'eau et vous voulez le congeler. D'accord? Il va falloir que vous avaliez de la chaleur. La chaleur que vous allez avaler, elle va dépendre de plusieurs choses. Elle va dépendre de quoi? Déjà, première chose, plus vous avez de masse dans le verre, plus il faudra avaler de chaleur. C'est logique. Si vous voulez faire un seau, vous voulez transformer un seau d'eau en glaçon et un petit glaçon d'un bac à glaçons en glaçon, bah, c'est pas la même chose. Donc forcément, la chaleur que vous allez devoir aspirer dépend fortement de la masse d'eau que vous allez devoir congeler. Et ça va aussi dépendre d'un autre facteur qui s'appelle la chaleur latente, la chaleur par exemple, de changement d'état. Ce L ici, c'est inhérent, c'est-à-dire que c'est une caractéristique du liquide qui est là. Si vous voulez faire congeler de l'eau ou de l'huile, il ne faudra pas la même quantité d'énergie. Enfin, il ne faudra pas avaler la même quantité d'énergie. Vous êtes d'accord avec moi? Si c'est de l'eau ou du métal ou de l'huile ou n'importe quel autre produit, en fait, la valeur là, concrètement, c'est combien de joules, on va revenir dans le cours, c'est combien de joules je dois fournir par kilogramme. En gros, c'est, imaginons que je veux faire congeler de l'huile, eh ben, il faut que je calcule, ça sera combien de joules il faut que je fournisse pour faire congeler 1 kg d'huile. Et ce n'est pas la même valeur que le nombre de joules qu'il me faut pour congeler 1 kg d'eau. Ouais. Et donc ça, ces valeurs-là sont données dans des tableaux. Les chaleurs de changement d'état, massiques de changement d'état. Et ces valeurs, elles sont notées dans des tableaux et il y en a pour toutes les molécules. Il y en a pour l'eau, il y en a pour le sucre, il y en a pour le sel, il y en a pour tout. Oui, d'accord, mais concrètement, quand on fait une expérience en chimie, vous verrez ce que vous ferez la semaine prochaine en TP, alors pas cette semaine, mais la semaine prochaine, on va essayer de mesurer quelle énergie il faut pour faire fondre un glaçon. C'est le but du TP. Et vous allez voir, ça marche pas terrible, parce qu'il y a toujours des fuites de chaleur, etc. C'est très compliqué de faire quelque chose de propre. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Zachary, tu t'amuses pas à calculer, mais globalement, tu es bien d'accord avec moi que si tu veux faire congeler un glaçon, c'est pas forcément en même temps que pour de l'huile. Bah, si tu as compris ça, tu as compris que le L, c'est-à-dire l'énergie massique de changement d'état, bah, ça dépend du liquide. Et donc ça dépend si c'est de l'eau, de l'huile, du sucre, du je sais pas quoi. Voilà, ça dépend du produit, de l'alcool, etc. Ouais. Donc ce chapitre 14, il va pas plus loin que ça. Et là, vous avez un petit résumé donc, de ce qu'on vient de dire. La dissolution, là, c'est lorsqu'on prend un solide, on rajoute de l'eau et du coup on retrouve les molécules dissous dans l'eau, donc c'est pas la même chose que la solidification, passage à la fusion, etc. Donc là vous avez un petit résumé des noms. Et puis ici la formule, mais les deux formules là c'est les deux mêmes, hein. On vient de faire la même chose. Donc Q égale ML, je vous l'ai montré, et L égale Q sur M, c'est la même chose. Vous voyez ce chapitre 14, il n'est pas bien violent. On passera un peu plus de temps sur le chapitre 15 quand on se verra en cours. Donc logiquement la semaine prochaine. Si je dis pas de bêtises. Ou la semaine d'après, pardon. Je sais même plus. Donc nous on se revoit. On se voit mercredi-ci, ouais, mais en cours, on se revoit que le 14 juin. Le 14 juin, on se voit en cours. D'accord? Et on essaiera d'avancer un maximum là-dessus. Bon, est-ce qu'il y a des questions? La semaine prochaine?
Ah, cette semaine, vous voulez dire, vous avez cours mercredi, jeudi, vendredi. Oui, je sais. Mais la semaine prochaine, vous avez... Oui, d'accord. Bon. Bah, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là-dessus. Donc, je vous laisse regarder le chapitre là, regarder la vidéo, regarder la correction du chapitre 11 et 12. Donc, demain... Oui, c'est ça, mais vous avez semaine culturelle, là. Donc, il n'y aura pas cours, on se verra pas. Enfin, on se verra peut-être, je sais pas quoi, mais on se verra peut-être. Non, Tom, les cours s'arrêtent pas pour vous le 11. Pour vous, les cours s'arrêtent peut-être potentiellement le 20 et encore, on n'est pas sûr. Donc on bossera jusqu'à la dernière heure, jusqu'à la dernière seconde pour finir le cours, le programme. On l'aura fini si tout va bien. Là, on a fait le 13. Je sais plus. Parce qu'en fait, voilà, concrètement, bon, j'ai fait un tableau comme ça. On se voit là. Les secondes, les premières ont terminé. Et là, il y a le bac. Et on ne sait pas quand est-ce que ça se finit. Et théoriquement, vous avez cours encore le lundi et le mardi. Donc on ne sait pas encore comment ça va aller. D'accord? On va voir. Mais tout ça pour vous dire que nous, là, on a fait le 11 et 12, on a corrigé, c'est bon, le chapitre. Le chapitre 13, on le fait en TP mercredi matin et on corrigera, on fera des petits exos, etc. pour faire une manip. Le chapitre 14, on vient de le faire, on fera un TP dessus la semaine prochaine. Et quand on se revoit en classe entière, on va essayer de faire le 15, si possible au maximum, en présentiel, parce que vous allez voir, il faut équilibrer des équations. Alors, c'est pas difficile, mais il faut en faire plusieurs. Et ça, c'est extrêmement important à faire pour l'année prochaine, pour ceux qui font SP. Et on terminera sur le 16e chapitre, qui est le dernier, sur la radioactivité. Et là, je pense qu'on le fera en visio, parce que de toute façon, la radioactivité, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas grand chose à retenir, c'est surtout du cours, il n'y a pas de manip à faire, parce qu'on n'a pas le droit de manipuler des produits radioactifs. Ça vous va? On fait comme ça? Et donc normalement, si tout se goupille, on arrivera à finir le programme tout pile, tout pile. Ok, bon, bah du coup, je vous laisse sur ce. Bon après-midi ensoleillé à tous. Et bah, on se revoit du coup mercredi, à dans 2 jours. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Et Maïna, je te tiens au courant si j'ai des nouvelles. Au revoir.